Alors, bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça me fait un grand plaisir de retrouver Guy, que je vois moins souvent maintenant que je suis à la retraite. Lorsque Guy est arrivé à la faculté, nous étions très heureux qu'il ait choisi de venir en sciences de l'éducation et non pas au département de philo. Je crois qu'à l'époque, tu avais possiblement... En tout cas, il y a une légende urbaine à cet effet-là, ou une légende universitaire qui nous dit que, après avoir été doyen de la faculté d'éducation permanente, on t'avait offert plusieurs possibilités. Et c'était celle de venir en sciences de l'édu, d'abord rejoindre l'équipe d'andragogie, puis après celle du département d'administration et des fondements qui était tout neuf et relatif. Et c'est là que Nicole l'a connu. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et qu'on a répétées à propos de Guy. Je ne veux pas répéter, je veux simplement dire combien c'est un homme bon. Au début, on a l'impression de rencontrer quelqu'un d'une courtoisie exquise, quasi illimitée. Mais plus on le rencontre, plus on le connaît, plus on échange avec lui, plus on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça. Ou en tout cas, c'est une politesse qui devient de la bonté intégrale. Et je voulais saluer ça au-delà des qualités intellectuelles, au-delà de la contribution en philo, en éthique professionnelle, en tout ce que vous voudrez. L'homme est attachant et l'homme m'a attaché. Bon. Pardon? Librement. 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 On m'a demandé d'aborder, à partir d'un avis du Conseil supérieur de l'éducation qui porte sur l'équité, d'aborder toute la question de la justice scolaire. Et je vais le faire, mais peut-être pas tout à fait dans les termes du résumé que je vous ai envoyé, parce qu'il m'arrive souvent qu'entre le moment où j'envoie un résumé de quelque chose et puis le moment où je me mets devant mon ordi, je crois que vous appelez ça un déplacement, moi j'appelle ça des dérives, le propos a changé. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais faire un petit peu de bourgeot ce matin. C'est peut-être pour ça que j'ai dérivé. À vous de le juger. Mais j'ai pas trouvé... Ben oui, j'ai pas trouvé par rapport au discours que je veux tenir, j'ai pas trouvé grand-chose dans les écrits de Guy, sinon un vieux texte de la revue Possible, qui n'existe plus, et qui était une prise de position dans le contexte de la remise du rapport sur les États généraux, si mon mémoire est bon, en 95-96, à moins que ce soit un petit peu plus tard. En tout cas, la revue existait encore. Une prise de position sur les politiques en éducation, et notamment sur les questions d'équité et d'égalité, et sur l'enseignement privé. Et le souvenir que j'en ai gardé, c'est que, mon Dieu, que c'était ferme comme prise de position. Mon Dieu, que c'était clair. Et puis je me disais, coudonc, pour quelqu'un qui pratique le doute, pour quelqu'un qui aime questionner, interroger, qui aime beaucoup et qui aura publié quelques années après l'Éloge de l'incertitude, je me suis dit, coudonc. Et ça m'a fait cheminer en préparant ceci. Et vous allez dire, les philosophes vont trouver que c'est d'une banalité ce que je vais dire, mais je trouve que c'est important. On peut pratiquer le doute, on peut avoir des incertitudes, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des convictions et qu'on puisse s'engager par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est le message que j'avais retenu de la prise de position de Guy dans le texte de Possible. J'ai intitulé mon propos « Égalité et liberté dans le champ scolaire, du dilemme au divorce ». Point d'interrogation. Mon propos, il se décline en 5 points. Les premiers points sont de l'analyse sociologique assez évidente et j'allais quasiment dire assez banale, qui ne devrait pas surprendre quiconque a fait un cours de Socio 101. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va venir après. Alors, je vais décliner puisque le temps est imparti. Mon premier point, c'est mon entrée, mais ce n'est pas mon point d'arrivée, j'insiste là-dessus. Mon entrée, c'est la tradition de l'enseignement privé au Québec, que la réforme des années 60 n'a pas éliminé. On a gardé un enseignement privé au plan des principes en parlant de complémentarité avec le nouveau réseau public
et en se fondant sur le droit des parents de choisir pour leurs enfants l'éducation qui était conforme à leurs valeurs. Et comme l'Église catholique avait été un acteur important de l'éducation traditionnelle au Québec, on lui laissa une place au sein du nouveau système public en soutenant financièrement ces institutions d'enseignement privé. Les décennies qui ont suivi, je vous fais grâce des chiffres, les décennies qui ont suivi ont connu des évolutions paradoxales. La complémentarité, c'est la thèse que je soutiens, ne s'est pas déclinée de manière très précise. Elle s'est déplacée, muée ou elle a dérivé en concurrence. Le principe du libre choix des parents, il s'est renforcé, puis il s'est généralisé. Il s'est émancipé de toute référence religieuse. Il fallait garder l'enseignement privé parce que l'Église catholique et les parents avaient le droit à une éducation religieuse. Plus personne ne revendique l'ouverture d'écoles privées, sauf les minorités religieuses issues de l'immigration, pour des raisons religieuses. L'enseignement privé, et il a cru de manière constante depuis les années 70, même si à toute fin pratique, l'Église n'en assume plus la gouverne. Et en ce sens-là, on peut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un système où l'enseignement privé est libre. Il est libéré des contraintes religieuses d'autrefois et il peut donc se soumettre à un régime de concurrence que nourrit la publication des palmarès des écoles. Et en ce sens-là, il a quitté des références religieuses pour se soumettre à un marché important et aux demandes des parents qui sont des payeurs et des consommateurs. Ces parents-là, ils appartiennent aux classes moyennes et pour une bonne part aux classes moyennes supérieures, c'est-à-dire vous et moi. Les revenus des parents du privé sont nettement au-dessus de la moyenne nationale, mais soyons bons joueurs et reconnaissons que le niveau de financement de l'État est suffisant pour maintenir les frais de scolarité à un niveau accessible à un nombre significatif de familles de classe moyenne. Sous cet aspect, le Québec n'est pas dans la même situation que les États américains ou les provinces du reste du Canada. Certains, comme mon collègue François Larose de l'Université de Sherbrooke, soutiennent même que l'enseignement privé rend possible une certaine mobilité sociale pour des enfants de classe moyenne inférieure. Bon. Premier élément. Deuxième élément, l'État québécois a en quelque sorte limité son pouvoir d'encadrement de l'enseignement privé et adopte depuis plusieurs décennies une politique de laisser-faire. Il y a eu bien sûr des partis politiques qui ont valorisé des moratoires, mais à chaque fois, au fil des gouvernements, le moratoire est disparu. Et à toute fin pratique, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un dossier sur lequel personne ne veut intervenir, ce qui veut dire que le laisser-faire est la politique gouvernementale. Bon. Ça, c'est la dynamique qui existe depuis 30 ans. Je voulais juste souligner aussi que l'enseignement privé est loin d'être homogène et qu'il faudra faire des études un peu plus poussées. L'image que nous avons là, des vieilles pierres et du ratio studiorum et des élites qui veulent absolument passer par Brébeuf ou par Mérici à Québec, c'est une partie infime de la réalité de l'enseignement privé. Et ce qui est fascinant, c'est un nouvel entrepreneuriat éducatif. Des gens qui décident d'ouvrir des écoles parce qu'ils ont un projet particulier. Le Code d'Angus, notre collègue Camille Bouchard avec la corporation Angus, c'est ce que j'appelle des nouveaux entrepreneurs. Le réseau des écoles Vision dont on parlait dans la presse, dans les journaux cette semaine, ce n'est pas que seulement s'il y a eu la phase des enseignants laïcs qui reprennent en charge l'institution que la communauté religieuse ne peut plus assumer, s'il y a eu cette phase-là, on est dans une autre phase que j'appellerais une phase d'entrepreneuriat éducatif privé. Bon. Mon premier point. Deuxième point, cette logique-là d'entrepreneuriat éducatif, de réponse à des demandes de parents, payeurs et consommateurs d'écoles, c'est aussi la logique du réseau public, primaire, secondaire. Ça a commencé au début des années 80, tout simplement parce que, notamment dans la région de Montréal et dans les grands centres urbains comme Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke,
le réseau public perdait des nombres élevés d'élèves, et entre guillemets de bons élèves, provenant de milieux avec un certain capital, sinon économique, au moins culturel, perdait des nombres importants de ces élèves en faveur du secteur privé. Parce que je cherchais un chiffre, là, mais je vous ai promis pas de chiffres, mais il y en a des chiffres, et ils sont assez parlants. Le seul que je donnerais, c'est qu'il y a une commission scolaire dans la ville de Québec où 42 % des élèves qui devraient être au public, qui appartiennent à la zone résidentielle de l'enseignement secondaire public, ils sont au privé. 42 %. C'est 2 fois plus que la moyenne de 20 % qui est la moyenne nationale. Le 20 % ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en Abitibi ou en Gaspésie, c'est 0 % il n'y en a pas d'institution privée. Alors, il faut faire attention avec le 20 %. Le Conseil supérieur, dans son avis, d'ailleurs, donnait quelques chiffres et il indiquait franchement qu'on était rendu dans certains coins dans une situation de bascule, de changement de logique de système assez significatif. Bon. Alors, le privé, depuis le début des années 80, s'adapte. Il n'y a pas le choix. Il y a une demande, et puis il faut qu'il lutte contre la concurrence. Et il a lutté en réclamant davantage d'autonomie. Est-ce que je peux avoir l'autorisation de déroger au règlement pédagogique cadre pour pouvoir offrir un petit peu plus de ceci, pour modifier l'horaire, l'équilibre des matières, empiéter sur ceci, etc. Au début, il fallait avoir l'autorisation du ministre. Tranquillement, pas vite, on a dérivé. Et aujourd'hui, n'importe quel conseil d'établissement peut mettre sur pied à peu près n'importe quel projet particulier qu'il le souhaite. Et beaucoup de conseils d'établissement font pression, notamment dans certaines régions, en faveur, entre autres, de l'enseignement de l'anglais intensif à la fin du primaire. Bon, peu importe. Mais il s'est établi cette espèce de logique-là, qu'une bonne éducation, c'est une éducation où on offre sur un marché une foule de produits différenciés qui correspondent à une demande. Bon. Et cette logique-là rejoint d'ailleurs des cadres scolaires et des directeurs d'école qui revendiquent une plus grande autonomie professionnelle. Dans les facultés de sciences de l'éducation, on forme des leaders. On leur dit, vous allez devenir des leaders de l'éducation, il faut que vous fassiez bouger votre établissement. Et ils ont compris, ils comprennent, et le milieu scolaire comprend que répondre à la concurrence ou avoir davantage d'autonomie, c'est pour faire ça. C'est pour être capable de rivaliser avec l'enseignement privé. Bon. En filigrane, s'est installé dans les esprits des acteurs de l'éducation, à l'interne comme des parents, et peu importe qu'elle soit donnée dans une institution publique ou privée, c'est installé dans les esprits l'idée que l'éducation est dorénavant, pour l'essentiel, un bien privé, bien davantage que public, et qui est soumis aux attentes des parents et des familles. Et comme celles-ci sont définies comme ayant des attentes variées, il faut donc des écoles qui sachent se différencier les unes des autres. Et l'État a laissé faire, y voyant une manière de décentraliser, une manière de donner davantage d'autonomie, et peut-être éventuellement d'éliminer des commissions scolaires qui se définiraient comme des instances d'équité, davantage que comme un réservoir de ressources. Et l'État laisse faire, et il se contente de gérer le système dont il ne perçoit comme objet nécessitant son action que 3 choses: les dysfonctionnements fortement médiatisés, des inefficacités mesurées par les tests internationaux, et puis les coûts dont ils font contrôler la croissance. Nos politiques, nos interventions gouvernementales, en général, ces 3 choses-là pointent à la ligne. Le reste, c'est pas très important ou c'est de la rhétorique. Si l'État s'est affaibli et laisse faire, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il intervient au préscolaire, mais pour faire en sorte que le marché soit plus fort.
ce qu'a fait depuis X années le gouvernement actuel, c'est affaiblir les CPA. C'est faire en sorte qu'il y ait des acteurs en concurrence les uns avec les autres, de telle sorte qu'à terme, effectivement, les coûts soient moindres. Bon. Cette dynamique que le public a repris du privé et qu'il a intégrée, donc une dynamique de concurrence et d'ouverture d'un marché éducatif, certes un petit peu encadré par l'État, on ne peut pas faire n'importe quoi dans les écoles privées, mais c'est pour ça que les sociologues parlent d'un quasi-marché. Mais c'est un marché suffisamment libre pour que les facteurs sociaux traditionnels jouent à fond leurs cartes et pèsent de tout leur poids. Il y a des études là-dessus qui ont été faites où on s'aperçoit que, et c'était la conclusion du rapport du Conseil, on se retrouve dans un système au moins à 3 vitesses. Et lorsqu'on fait des analyses longitudinales des parcours des étudiants, on s'aperçoit qu'en fonction des vitesses, les facteurs sociaux jouent à l'entrée du parcours, au début du parcours. Ils jouent dans la qualité de l'expérience scolaire, dans la persévérance, la diplomation. Et ils jouent dans ce qui arrivera après. De telle sorte que c'est de la socio 101, ça, mais la liberté crée de l'inégalité. Bon, je vais le dire comme ça, là. Et puis, le petit livre de notre cher ministre ne remet pas ça en cause, au contraire. Il fait un beau plaidoyer en faveur de la liberté de choix des parents qu'il estime sacro-saint, et il refuse d'en regarder des conséquences qui pourraient être problématiques. Bon. Ce type d'analyse que je viens de faire, elle me convainc personnellement. Bon. Puis elle convainc la plupart des sociologues de l'éducation avec qui j'ai travaillé ou avec qui je travaille encore, qu'ils soient d'ici, de France ou d'autres pays de la francophonie. Ce thème-là de la croissance des quasi-marchés en éducation est quelque chose qui a accaparé les sociologues de l'éducation depuis au moins une vingtaine d'années. Bon, je n'ai pas l'impression de dire grand-chose de neuf. Puis je pense qu'empiriquement, elle tient la route. Mais j'aimerais ça aller un petit peu plus loin. Parce que ça me déprime, cette analyse-là. Parce que le sociologue que je suis ne sait pas comment sortir de cette logique-là. Je ne vois rien pour sortir de cette logique-là. Je répéterai ce que disait Pierre Lussier. On va voir ça jusqu'à la lie. On va aller jusqu'au bout de cette logique-là, et quand on sera rendu au bout, on le regrettera. Mais il sera trop tard. Bon. Je voudrais essayer à la fois de compliquer un peu les choses, mais pas nécessairement d'augmenter l'espoir, ça c'est une autre affaire, mais de vous faire voir que c'est pas si simple que ça, cette histoire-là. Peut-être que pour des philosophes, les synthèses entre liberté et égalité, c'est rien que compliqué. Mais, bon, allons-y. Si je vais aller un petit peu plus loin, il faut que j'explique pourquoi on laisse faire. Pourquoi on laisse faire? Pourquoi on a un système scolaire qui est en train d'éclater, y compris dans son curricula, et puis que ça n'a pas l'air à déranger grand monde. Et là, il faut que je fasse vite, mais je risque de faire 2-3 phrases creuses. Bon, je vais les faire pareil parce que ça me paraît important. Je pense que la thèse du déclin de l'institution, la thèse du déclin des institutions de socialisation dans les sociétés modernes avancées, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher de ce côté-là dans l'analyse qu'on va en faire. Il y a peut-être eu une période où les adultes savaient et les sociétés savaient ce qu'elles voulaient transmettre, à la fois dans les contenus et dans les façons de faire. Il y avait des certitudes là-dessus. Tiens, il y avait des certitudes pour revenir dans admettons, approximativement. Okay? En tout cas, assez fortes pour qu'un pouvoir investisse
là-dedans. Est-ce que quelqu'un au Québec est capable de définir les repères culturels communs que nous devrions tous partager à la fin de la scolarité obligatoire? Y a-t-il une association de professeurs de littérature, toi qui aimes bien la littérature, qui est capable au Québec de s'entendre collectivement puis de dire voici la vingtaine d'œuvres de base que nous voulons que tous les diplômés du secondaire aient lues et que ça constitue leur bagage de repères communs? C'est ça le déclin de l'institution aussi, là. C'est de dire, j'enseigne la littérature, j'enseigne les œuvres que j'aime. C'est souvent ça qu'ils disent, les profs de littérature. Je n'enseignerai pas quelque chose que je n'aime pas. Bon. Moi, j'appelle ça affaiblissement de l'institution. C'est la première thèse que je voulais dire, qui va de pair aussi avec une certaine mondialisation, pas seulement économique, éducative aussi. Il y a des réseaux internationaux d'écoles. Si j'avais le temps, je pourrais parler de ça, là. Mais il y a des entrepreneurs éducatifs qui offrent pas seulement sur un marché local, mais aussi sur des marchés de plus en plus mondialisés, des produits éducatifs. Bon. La troisième phrase creuse portait sur l'accélération du changement et l'éclatement des modes de vie. Bon. Les familles de classe moyenne, ils sont modernes, ils sont même hyper modernes, sinon post-modernes. Les valeurs d'individualisme et de liberté, de vivre sa vie comme on l'entend, et du développement du plein potentiel de leurs enfants, ils y croient. Ils s'attendent à ce que l'école, qu'elle soit privée ou publique, les mette en œuvre, ces valeurs-là. Du moins, je suis obligé d'en faire l'hypothèse parce que je n'ai pas été capable de trouver, je sais qu'il y a des travaux en cours, mais je n'ai pas trouvé d'études au Québec sur les raisons qui guident les parents dans le choix d'établissement. C'est de ça dont je veux parler, pour compliquer un petit peu les affaires. J'en ai trouvé pour la France, j'en ai trouvé pour l'Angleterre, j'en ai trouvé pour l'Ontario, francophone. Si vous me donnez un petit peu de temps, je vais parler de ça. Ma collègue Agnès Van Zanten a interrogé, elle en a fait un livre, des parents de classe moyenne, notamment des classes moyennes supérieures françaises, pour essayer de comprendre les raisons de leur choix sur le plan scolaire. Elle a distingué les visées individuelles des idéaux collectifs, déjà laissant entendre dans cette distinction entre des visées individuelles et des idéaux collectifs, des tensions possibles entre les deux. Au plan des visées individuelles, les parents français exprimaient 3 priorités qui jouent dans le choix de l'établissement. La première porte sur l'importance d'assurer une formation culturelle équilibrée, une ouverture sur le monde et ce qu'elle appelle le développement réflexif et la capacité de cultiver tout au long de sa vie, de se cultiver tout au long de sa vie. Ça va? Formation culturelle. Deuxième visée est plus instrumentale. Les parents désirent que l'école arme leurs enfants pour l'avenir. C'est-à-dire qu'ils apprennent à performer assez bien pour être en mesure de choisir leur parcours scolaire et professionnel, qu'ils sachent travailler en contexte compétitif et apprennent l'ambition et la gestion des classements scolaires. Les parents disent ça. Préparer mon enfant à la vie, c'est de préparer à ça. Okay? La troisième priorité, c'est que l'expérience soit une expérience positive, que l'élève se sente bien physiquement et psychologiquement à l'école, que les enseignants le traitent de manière bienveillante et personnalisée, bref, qu'il soit heureux pendant ces années de scolarisation obligatoire, ou dit autrement, qu'il ne soit pas victime de harcèlement. Bon. Selon Agnès Van Zanten, ces 3 priorités-là sont assez généralisées au sein des classes moyennes. Leur importance relative, leur combinaison va varier suivant les caractéristiques des différentes fractions de ces classes, mais elles sont présentes partout. Bon. Au plan des idéaux collectifs, les parents français interviewés reconnaissent le bien fondé du principe méritocratique, tout en estimant nécessaire que l'école prenne en compte les différences dans les rythmes d'apprentissage et des goûts de chacun. Cette prise en compte peut prendre différentes formes, des classes de niveau, des programmes de discrimination positive et de soutien pour l'éducation en milieu défavorisé,
Bref, les parents, sur le plan collectif, sont prêts à s'accommoder d'inégalités qui assurent une certaine équité. Bon. C'est aussi des bons républicains, les parents français. Alors, ils croient au brassage social et à l'intégration citoyenne par l'école publique. Mais certaines réponses véhiculent des réserves ou des craintes qu'un brassage social incontrôlé ou une intégration trop diversifiée ne mette en péril l'atteinte des visées individuelles avancées plus haut. Je pensais qu'elle parlait du Québec quand elle écrivait ça. Okay? Pour moi, c'est important, cette histoire-là, qu'un certain brassage incontrôlé ou une intégration trop diversifiée ne mette en péril l'atteinte des visées individuelles. Et lorsque l'adhésion aux idéaux collectifs risque de mener à un renoncement ou à un rapetissement des visées individuelles, alors les parents optent pour un établissement assurant un quant à soi social plus fort, perçu comme garantissant ou assurant l'atteinte des visées individuelles prioritaires. Bref, à choisir entre le bien de mon enfant et être solidaire socialement, si je suis dans une situation où il faut choisir, où je ne peux pas trouver une synthèse des deux, un équilibre vivable, si j'ai à choisir, ben, je suis un bon parent. Et je choisis d'être un bon parent avant d'être un bon citoyen solidaire. Bon. Et en ce sens-là, dit autrement, l'individualisme familial va l'emporter sur des considérations plus sociales. Je suis convaincu que ça se passe comme ça ici aussi. C'est un choix qui est très difficile. Les données de Mme Van Zanten le montrent. Oui, ça va. Le montre clairement. Pour certains parents, pas pour tous. Il y en a qui n'ont pas d'état d'âme par rapport à ça. Mais il y en a beaucoup qui souhaiteraient ne pas être mis dans une situation où ils doivent choisir comme ça. Une étude anglophone britannique faite par Stephen Ball avec je crois que c'est un mémoire de maîtrise d'une de ses étudiantes, avait trouvé le même dilemme chez les parents de la grande agglomération de Londres. Et Ball dénonçait une situation où ces parents-là étaient obligés de choisir et qu'il n'y avait pas de solution qui permettait d'aller plus loin. Une étude ontarienne, bien sûr, la situation des Franco-ontariens est différente, mais elle est intéressante parce qu'elle révèle quelque chose qui a certainement une résonance au Québec. C'est l'importance du choix de programme et de son appariement aux besoins et désirs de l'enfant. C'est même plus déterminant que le choix de l'établissement. Bien sûr, on se renseigne sur la réputation, sur l'histoire, sur le résultat, tout ce que vous voudrez, qui est allé là. Mais ultimement, on se retrouverait dans une situation où le magasinage de l'école secondaire, au sein des familles de classe moyenne, il se fait entre ce que l'on perçoit ou ce qu'on est en train de construire avec l'enfant, ses désirs, ses besoins, sa personnalité, ses projets, et puis ce qu'offre l'école, qu'elle soit publique ou privée. Enfin, au moins pour une touche des classes moyennes, la question du fric ne se posera pas, ou va se poser très peu. Cette logique-là, elle est là. Elle complexifie les choses parce qu'elle a une certaine légitimité. Loin de moi l'idée de ne pas tenir compte des besoins des enfants ou de leurs désirs ou de leur projet de vie. Au contraire, c'est quelque chose qui doit se construire. Mais il est certain que cette logique-là laisse ou risque de laisser à eux-mêmes un certain nombre de milieux qui ne sont pas capables de jouer ou qui jouent mal ces jeux-là, qui ne sont pas équipés pour fonctionner dans ce que les économistes appellent un modèle de l'acteur rationnel. Et c'est certain qu'une certaine plainte syndicale sur le déclin de certains établissements publics qui se retrouvent où il devient de plus en plus difficile d'enseigner
est lié à ce développement-là un peu anarchique de projets, de programmes différenciés qui rejoint, et c'est ça que j'essaie de montrer, là, qui rejoint une échelle de valeur qui est propre à de larges pans des classes moyennes. Et qui fait que ça ne sera pas facile à démontrer. Mais il est certain, et les données que nous avions au Conseil supérieur montrent clairement que cela ne réduit pas les écarts entre les établissements privés et publics ou entre les programmes à l'intérieur du public. Au contraire, ça risque de les augmenter. Et quoi qu'en disent les économistes qui contestent ce type d'analyse-là, là où il y a de la concurrence, il n'y a pas plus d'équité. Au contraire, les données que j'ai regardées montrent que c'est à Montréal que les écarts de diplomation sont les plus forts, et c'est aussi là où il y a presque autant d'établissements privés que d'écoles secondaires publiques. On n'est pas loin du compte, là. Si on prend les institutions privées primaires et secondaires ensemble et les institutions privées secondaires, ça fait presque le même nombre que d'établissements secondaires publics. Alors, c'est sûr que c'est sur le plan d'une quête d'égalité, l'équilibre, il bascule, et c'est ma thèse, il bascule de l'autre côté. Et il bascule depuis déjà un certain temps. Je vois mal comment on peut rééquilibrer le pendule. Il y a tout plein de choses qui peuvent être faites, mais sur le plan des politiques publiques, il y a tout plein de choses qu'on peut faire. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça serait trop long. Mais c'est certain qu'il y a un immense effort. Comment je pourrais dire ça? J'allais dire d'éducation populaire. Je crois qu'il y a un immense effort pour que les parents, qu'on les rejoigne et qu'ils comprennent à la fois la légitimité de la prise en compte des besoins et désirs des enfants, mais aussi la légitimité de l'autre pôle, du vivre ensemble, d'une formation relativement commune et partagée, d'un certain brassage social, etc., etc. S'il n'y a pas une certaine mobilisation de l'ensemble des parents, les commissaires d'école ne bougeront pas, le ministre ne bougera pas, parce que tout ce monde-là a l'impression qu'ils répondent à des besoins des parents. Ils sont convaincus de ça. Il n'y a pas si longtemps, je résumais cela à des commissaires d'école. Le message ne passe pas. Ils sont très heureux des programmes particuliers, ils sont très heureux des tests au préscolaire, ils sont très heureux de différencier. Au contraire, the sky's the limit. Parce que ça leur permet, à la fois comme cadre, d'exercer un certain leadership, d'affirmer une certaine autonomie. Et puis, ils sont, malgré des résultats tous on ne peut plus ordinaires pour ce qui est de retenir les élèves, qui seraient approchés par le privé, malgré des résultats assez minimes. On est là-dedans pour un sacré bout de temps.